Si je continue, je vais finir comme ça, à faire le choix du non-choix. Mais en fait, être heureux, c'est faire des choix. Il fallait que je fasse des choix. Comment ça va depuis la dernière fois? Dans la vidéo précédente, on a vu pourquoi faire un choix peut parfois ressembler à une épreuve olympique. Entre les biais cognitifs, l'évitement, l'illusion de contrôle et toutes les distorsions mentales. Notre cerveau adore compliquer les choses. Mais comprendre le piège derrière l'indécision, c'est seulement la première étape. Parce que maintenant, il faut passer à la suite. Comment sortir de ce piège? On va voir aujourd'hui des stratégies diverses et efficaces pour faire un choix. Et non, promis, on ne va pas faire la classique liste des pour et contre. Alors avant de parler de stratégie, il faut comprendre un truc important. Notre cerveau ne fonctionne pas comme une caméra objective. Il ne capte pas la réalité telle qu'elle est. Il la filtre à travers des années d'expérience, d'apprentissage, de croyances et de biais cognitifs. Depuis qu'on est enfant, on accumule des raccourcis mentaux pour aller plus vite, pour nous protéger ou encore pour faire sens au monde qui nous entoure. Ces filtres vont nous aider parfois à décider rapidement, mais souvent ils atterrent notre perception de la réalité et créent une vision déformée des situations. Un peu comme si on regardait le monde à travers des lunettes légèrement teintées sans s'en rendre compte. Et c'est là qu'intervient notre toute première stratégie, la restructuration cognitive. Son objectif, ce n'est pas de penser positivement ou de se forcer à croire que tout va bien. C'est d'apprendre en fait à identifier ces fameux filtres, à les remettre en question et à retrouver une vision plus nuancée et réaliste des situations. Concrètement, ça consiste à, première étape, repérer les pensées automatiques. Par exemple, si je me trompe, c'est la catastrophe. Deuxième étape, on va venir identifier les distorsions cognitives associées. Par exemple, la pensée dichotomique, la catastrophisation ou encore la surresponsabilisation qu'on a vu dans la dernière vidéo. La troisième étape, c'est de venir questionner la validité de cette pensée. Par exemple, avec des questions du type « Quelle est la preuve que c'est vrai ? Est-ce que j'ai survécu à des situations similaires dans le passé ? Si un ami vivait la même situation, quel conseil je lui donnerais ? Si cette situation m'était arrivée il y a 10 ans, qu'est-ce que j'en aurais pensé ? Ou encore, si cette situation m'arrivait dans 10 ans, qu'est-ce que j'en penserais ? » Donc dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver un PDF présentant une liste de questions non exhaustives qui vont vous aider à questionner et nuancer vos pensées automatiques. Et enfin, la dernière étape, à partir de ce travail de questionnement, on va venir générer une pensée alternative plus nuancée. Par exemple, le choix parfait n'existe pas, ou encore, même si je me trompe, il y aura toujours des solutions. Bref, restructurer, c'est changer de lunettes pour arrêter de voir flou et commencer à voir clair. Alors, l'un des plus gros freins à la prise de décision, c'est notre intolérance à l'incertitude. Notre cerveau adore savoir, prévoir, anticiper. Et quand il n'a pas toutes les réponses, il panique. Mais dans la vraie vie, aucune décision ne vient avec un mode d'emploi ou une garantie satisfait ou remboursé. Il y aura toujours une part d'incertitude, qu'on le veuille ou non. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut entraîner notre cerveau à tolérer l'incertitude. Un peu comme quand on muscle une zone sensible à la salle de sport. C'est ce qu'on va appeler l'exposition progressive à l'incertitude. Alors, le principe est simple. S'exposer volontairement et progressivement à des situations incertaines, au lieu de les éviter ou d'attendre la certitude absolue. Pourquoi ? Parce qu'à force d'éviter, on entretient la peur, mais en s'exposant, on apprend à constater que l'incertitude est inconfortable mais supportable, les scénarios catastrophes arrivent rarement, et on peut agir même sans tout maîtriser. Et surtout, on s'habitue à cette incertitude. Alors, si vous voulez, il y a une vidéo courte qui a été dédiée sur ma chaîne pour comprendre en détail le mécanisme de l'exposition via un parallèle très simple, la désensibilisation dans le traitement des allergies. Donc la toute première étape, c'est de venir hiérarchiser les situations selon le niveau d'incertitude. Donc une fois qu'on a listé ces situations, on passe à la deuxième étape, commencer petit. On va choisir volontairement des situations à faible enjeu, pas trop angoissant, où l'incertitude est facilement acceptable. Par exemple, commander le premier pas qui t'attire sans lire toute la carte, choisir une série au hasard en 30 secondes, ou encore prendre une route différente sans vraiment tout planifier. L'objectif ici, ce n'est pas de faire les bons choix, mais de t'habituer à ressentir l'incertitude sans la fuir. Une fois qu'on a fait ces premiers niveaux, troisième étape, on va venir monter progressivement en intensité dans notre hiérarchie. Donc une fois que tu tolères mieux les petits choix, tu t'exposes à des décisions plus importantes. Et tout en acceptant consciemment qu'il y a une part d'inconnu qui est parfaitement normale.
Donc il est important que tu ne t'attends pas à avoir zéro doute pour agir. Et en fait, à chaque fois que tu t'exposes à une situation, il est important de revenir sur les résultats réels. Donc après chaque exposition, tu peux noter ce qui s'est passé. Est-ce que le scénario catastrophe s'est réalisé? Est-ce que l'incertitude était si insupportable que ça? Ou tout simplement, qu'est-ce que tu as appris de cette situation? Et en fait, du coup, cet exercice par l'action permet de déconstruire petit à petit des croyances. Donc en résumé, l'incertitude ne disparaîtra jamais complètement, mais on peut apprendre à la tolérer plutôt qu'à la fuir. Et plus on s'expose, plus notre cerveau comprend que ressentir de l'incertitude est différent de danger. Bref, attendre d'être sûr à 100%, c'est attendre toute sa vie. Apprendre à tolérer l'incertitude, c'est commencer à avancer. Et qui dit avancer dit agir. Et c'est là que les techniques comportementales entrent en jeu. Donc la première technique comportementale, ça va être de limiter le temps de réflexion. Alors ça paraît basique, mais en fait notre cerveau peut facilement tourner en boucle pendant des heures, surtout quand il cherche le choix parfait. Le problème, c'est que plus on rumine, plus on s'embrouille. Les arguments s'embrouillent, tout devient flou et la décision semble de plus en plus lourde. J'ai l'habitude de dire que la rumination, c'est comme un mixeur. Vous mettez différents ingrédients à l'intérieur, donc au départ, avant d'appuyer sur le bouton, vous voyez clair, mais une fois que vous appuyez sur le bouton du mixeur, tout se mixe, c'était un bruit de mixeur, et au final, on reconnaît plus rien. Donc se fixer un temps défini pour réfléchir et décider, par exemple 30 minutes par jour, peut permettre de casser ce cercle vicieux. Donc je vous invite à définir un temps spécifique dans votre journée dédié au choix. On y pose un cadre, on évite de tomber dans la rumination permanente, et on repose surtout le cerveau et on peut revenir sur la décision dans un état émotionnel plus calme et lucide. Et n'oubliez pas, comme le dit Maître Oogway, ton esprit est comme cette eau, mon ami. Lorsqu'il est agité, tout se trouble autour de lui. Mais si tu le laisses s'apaiser, alors la réponse devient limpide. Et si vous vous retrouvez dans la journée à vouloir ruminer, et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, vous venez juste en fait décaler ce temps de rumination dans le temps dédié spécifiquement au choix. Imaginons que votre temps dédié c'est 18h, de 18h à 18h30, imaginons qu'il est 11h30 du matin et que là vous commencez à ruminer sur le choix en question, et à ce moment-là vous vous dites juste « Ok, je vois que j'ai besoin de réfléchir dessus, j'y réfléchirai de 18h à 18h30, mais là je me reconcentre sur ce que j'étais en train de faire. » Alors la deuxième technique, c'est tester plutôt que prédire. Pensez à votre plat préféré. Ok. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Comment avez-vous su que vous aimiez ce plat? Réponse, en le goûtant. Souvent, on attend d'être sûr avant d'agir. Le problème, c'est que la certitude, elle vient jamais. Et vous imaginez si vous aviez attendu d'être sûr d'aimer ce plat avant de le goûter? Vous auriez jamais connu le plaisir que vous ressentez en le mangeant. Donc je vous propose, quand le contexte de décision le permet, d'expérimenter. Par exemple, au lieu de choisir définitivement, on peut faire un stage court dans un domaine, tester une activité sur quelques semaines, ou encore partir quelques jours, voire quelques semaines, dans un lieu où vous souhaiteriez vivre. Et en fait, ça permet de collecter des données réelles plutôt que de tout anticiper dans sa tête. Bref, expérimenter pour mieux choisir. Et avant d'aborder la toute dernière stratégie, qui est selon moi une des stratégies les plus efficaces, nous allons voir un petit point sur les valeurs. Et vous allez comprendre pourquoi. L'approche par les valeurs et les besoins. Donc au lieu de chercher la certitude ou l'absence de risque, on va chercher à faire des choix en accord avec ce qui compte vraiment pour nous. Nos biais et nos émotions nous poussent très souvent à fuir l'inconfort, à éviter le risque, ou encore à chercher des garanties. En revanche, les valeurs, elles vont jouer le rôle d'une boussole interne. Elles permettent de décider non pas en fonction de la peur, mais en fonction d'une direction, d'un cap, qui s'appuie sur ce qui et quoi est important pour nous, ce qui fait sens à nos yeux et ce qui est en lien avec nos besoins. Il est important de retenir que les valeurs, ce n'est pas une destination ou un objectif, c'est une direction. Par exemple, l'amitié. Vous n'allez pas vous réveiller un matin en vous disant « c'est bon, j'ai atteint l'amitié ». Et en fait, quand on s'aligne sur ces valeurs, la question n'est plus « quelle est la bonne décision ?», mais plutôt « quel choix est le plus cohérent avec la personne que je veux être ?» Bon, ça va de soi, avant de pouvoir décider en fonction de nos valeurs, encore faut-il les identifier. Il est donc important dans un premier temps de clarifier ses valeurs et ses besoins personnels.
Vous pouvez par exemple commencer par lister 5 à 10 valeurs importantes pour vous. Exemple, la liberté, l'apprentissage, la famille, le bien-être ou encore la contribution. Les classer par priorité, quelle valeur à l'instant T est la plus importante, et puis se demander lequel de ces choix sert le mieux cette valeur. Par exemple, si une de tes valeurs fortes est la liberté, tu choisiras peut-être une option qui t'offre plus d'autonomie, même si elle est plus incertaine. Si ta valeur clé est la sécurité, tu donneras peut-être la priorité à la stabilité, même si d'autres options semblent plus excitantes. Et en fait, vous pouvez aussi essayer également, selon les choix, de trouver un compromis, une solution qui pourrait satisfaire l'ensemble des besoins/valeurs identifiés derrière chaque option. Par exemple, vous hésitez entre vous poser au lit devant une série ou faire telle activité de loisir. Vous pouvez éventuellement réduire le temps de l'un et l'autre pour caser ces deux activités dans votre emploi du temps. Pour finir, il est important de retenir que prendre en compte est différent de satisfaire dans l'immédiat. Certains choix que vous ferez ne rempliront pas certains besoins à l'instant T. Mais pour autant, il ne faut pas les oublier et les satisfaire par la suite. Bref, j'ai arrêté d'attendre que le brouillard se lève, j'ai suivi ma boussole. Bon, est-ce que vous êtes prêts à connaître la technique pour faire des choix? On va faire une liste de pour et contre. Ok, avant de quitter cette vidéo et de la disliker, laissez-moi vous expliquer. Cette technique n'a pas de nom. On va donc l'appeler la liste de pour ou contre 2.0. Donc, tout d'abord, nous allons revenir à la base du problème. Mais à l'origine, vous souhaitiez quoi? C'est là où prendre en compte nos valeurs et besoins est important. Et votre choix final ne va devoir reposer que sur cette variable-là. Car vous êtes indécis ou indécise, car vous accordez la même importance à une variable prioritaire et à des variables secondaires. Et en fait, en les mettant au même niveau, tout se mélange. Chaque élément semble avoir la même importance. Ce qui rend la méthode traditionnelle de la liste des pour et des contre inefficace pour trouver des solutions. Alors, une fois que vous avez plus ou moins répondu à la question à l'origine qu'est-ce que vous souhaitiez, je vous propose ensuite de prendre une feuille et de faire un tableau avec autant de colonnes que vous avez de choix. Par exemple, dans celui-ci, on aura choix 1, choix 2 et choix 3. Alors, on va dans un premier temps lister tous les arguments favorables à chaque choix. Puis une fois fait, on va venir lister tous les arguments défavorables pour chacun des choix. Donc, là on est d'accord, on se retrouve avec le classique tableau pour et contre qui nous avance pas trop. Je vois ton dislike. Attends. Pardon. Et en effet, on est face à tous ces arguments, on ne sait pas où donner de la tête, et on peut avoir cette impression que tous ces arguments ont la même importance. Donc on va simplifier tout ça. Vous allez dans un premier temps prendre votre plus beau stylo vert et sélectionner dans chaque colonne l'argument favorable prioritaire, c'est-à-dire celui qui est le plus favorable à vos yeux, celui qui est le plus important. Et vous allez me barrer tous les autres arguments de la colonne en question. Et oui, si pour vous cet argument est prioritaire, la logique veut que les autres, ils sont que secondaires. Et on va faire de même avec la colonne des contre. Vous allez prendre votre plus beau stylo rouge et sélectionner dans chaque colonne l'argument le plus défavorable. Et vous allez me barrer tous les autres arguments de la colonne en question. Et c'est la même logique, car si c'est l'argument le plus défavorable, ça veut dire que les autres, ils sont secondaires. Du coup, on se retrouve normalement, si vous avez bien fait l'exercice, avec un tableau qui, pour chaque choix, présente l'argument favorable et défavorable prioritaire. Et là, ça me permet d'aborder un point qui est important. Quand on est face à un choix, il y a souvent un truc qu'on oublie de dire. Peu importe l'option, il y a presque toujours des conséquences négatives quelque part. Et en fait, dans la vraie vie, les décisions parfaites, c'est-à-dire celles qui n'ont que des avantages et aucun désavantage, c'est extrêmement rare. Prenons un exemple tout simple. Imaginons que vous rentrez du boulot après une longue journée, vous êtes crevé, et vous réalisez qu'il n'y a plus rien à manger chez vous, donc normalement, il faudrait faire les courses. Sauf que là, vous avez qu'une seule envie, vous poser et lancer une vidéo de votre très cher serviteur Mindtrap. Du coup, là, vous avez deux options. Donc, option 1, vous passez faire les courses, du coup, vous allez bien manger ce soir, mais au détriment du repos immédiat. Option 2, vous rentrez direct chez vous, et vous regardez une vidéo de Minecraft. C'est l'option à faire, d'accord? Mais le problème, c'est que ce soir, c'est riz blanc en mode Koh-Lanta.
Alors, on va revenir au tableau, on a fait une petite digression, enfin j'ai fait une petite digression parce que je suis seul à tourner cette vidéo. Du coup, on va se retrouver avec un tableau qui, pour chaque choix, présente l'argument favorable et défavorable prioritaire. Et du coup, là, nous allons sélectionner, parmi les arguments favorables, l'argument le plus favorable. Donc, l'argument le plus favorable des arguments favorables. Vous pouvez vous aider par les valeurs et besoins que vous avez identifiés en amont. Et en fait, en choisissant cet argument, vous devez accepter que ce choix présente l'argument défavorable correspondant. Si vous n'êtes pas capable de l'accepter, donc si vous le refusez, alors vous devez abandonner ce choix. Et enfin, je vous invite à reprendre la question de départ, mais à l'origine, vous souhaitiez quoi? Afin de voir si le choix final concorde avec vos valeurs et besoins. On l'a vu dans la première partie, faire un choix, c'est pas juste peser le pour et le contre. Ça va être naviguer à travers nos biais, nos peurs, nos pensées automatiques. Et ça, c'est toute une mécanique mentale, bien plus complexe qu'on ne le croit. Et j'espère que dans cette vidéo, j'ai pu vous apporter des stratégies concrètes pour avancer. Parce qu'au fond, prendre une décision, ce n'est pas attendre le moment parfait ou la réponse idéale. C'est apprendre à avancer, même quand tout n'est pas sûr. À faire de la place à l'incertitude et à aller vers une direction.